Mais pour commencer, eh bien, vous me connaissez, j'aime bien que les choses soient carrées. Donc, on va revenir sur les éléments essentiels d'une alimentation santé. On en a déjà parlé en réunion, mais j'adore remettre sur le métier l'ouvrage. Alors, bien sûr, les protéines, on en a longuement parlé. Vous avez toutes bien tuné votre consommation de protéines, je suis fière de vous. Les glucides, c'est le thème d'aujourd'hui et de mardi prochain. Les lipides, on en a parlé mardi dernier. Donc, vous savez que les lipides sont vos amis et que le gras ne fait pas grossir quand il s'agit du bon gras, c'est-à-dire les acides gras essentiels, les oméga 3, et de temps en temps, 10 grammes de beurre, ou bien on peut manger des aliments comme le fromage qui contiennent du gras, mais raisonnablement. Les vitamines, les minéraux et l'hydratation, ce seront des thèmes d'ateliers que nous découvrirons ensemble tout au long du mois d'août. Donc là, vous avez bien en tête la position des glucides, hein, qui est aussi importante que tout, mais ils sont un peu particuliers parce que là, on est dans le comportement, c'est notre rapport au sucre. Il est certain qu'on ne va pas se faire une orgie de, je sais pas moi, d'huile d'olive. Ça vous est jamais arrivé de boire 2 litres d'huile d'olive. Vous avez jamais fait une orgie de blanc de poulet. On serait vite rassasié. Par contre, une orgie de sucre, parfois on est un petit peu addict, hein. Alors, est-ce qu'on vous dit que vous avez le bec sucré, que vous craquez souvent sur les aliments sucrés? Bon, on ne peut pas nier que plaisir et réconfort, ça vient des aliments sucrés. La petite douceur, la petite gourmandise. Oui, mais comment on le consomme, ce petit plaisir sucré, et dans quelle quantité va faire toute la différence? Parce que si les petits plaisirs sucrés s'accumulent au fil des jours, des semaines, des mois, des années, ben, qu'est-ce qui arrive? Alors là, vous n'allez pas m'aimer, hein. Résistance à l'insuline, troubles métaboliques, maladies cardiovasculaires neurodégénératives, c'est quand même pas top, des troubles de l'humeur, des troubles du sommeil et des troubles du comportement alimentaire. Eh ouais, tout ça. Pourquoi? Parce qu'on est dans une société où le sucre est omniprésent. Donc, rappelons-nous bien que c'est l'excès de sucre qui n'est pas bon pour la santé, juste l'excès. Alors, comment faire la part des choses entre le bon et le mauvais sucre? Le sucre, celui dont on a besoin, et le sucre qui va nous faire du mal. Est-ce qu'il y a des plans? Est-ce qu'il y a des astuces pour nous aider à sortir de cette dépendance au sucre? Comment se sevrer pour être en bonne santé? Eh bien, c'est la thème de cette masterclass. Mais maintenant, eh bien, un petit peu de pédagogie. On va comprendre ce que sont les sucres et comment ils agissent sur notre métabolisme, c'est-à-dire la façon dont notre corps fonctionne. Alors, commençons par comprendre ce qu'est un glucide, ce terme de glucide. Est-ce qu'un glucide, c'est un sucre? Ça veut dire quoi? Donc, on va préciser les choses. Quels sont les différents types de sucre? On va les regarder en détail. Et ça vous intéresse. Combien de grammes de sucre par jour l'OMS nous conseille et combien de grammes de sucre par jour dans le cadre d'un programme de perte de poids? Ça, je sais que ça vous intéresse beaucoup. Donc, les glucides, c'est indispensable à la vie. Indispensable, hein. Ce sont les sucres qui vont nous donner de l'énergie, qu'ils soient d'absorption lente, rapide ou moyenne. Il donne de l'énergie à notre corps et il permet à cette énergie de se maintenir. Alors, un truc intéressant à savoir, c'est que 50% des apports énergétiques en glucides que nous consommons par jour vont aller dans notre cerveau, dans nos muscles et dans notre cœur. 50%. Donc, très important. Combien de glucides par jour consommer que nous dit l'OMS? Alors, est-ce que vous pouvez me dire dans le chat si vous avez une petite idée combien on doit manger selon l'Organisation mondiale de la santé de glucides par jour? Sachant qu'il s'agit, c'est comme les protéines, hein, de glucides bruts. Vous savez que quand on mange, mis à part le sucre, dans les aliments, il y a une partie glucides, il y a une partie fibres, il y a une partie eau. Alors, est-ce que vous avez une idée? L'OMS nous dit 200 grammes de glucides bruts par jour, tout glucides confondus, quand on veut maintenir son poids. Je vous rappelle que les chiffres que je vous donne sont des chiffres statistiques. Ça veut dire que c'est sur un échantillon de personnes. Maintenant, pour perdre du poids, vous vous doutez bien que c'est trop, puisque 200, c'est pour se maintenir. Donc, on peut se baser sur une statistique de fourchette moyenne de 100 à 120 grammes par jour. Par 50 grammes, 50 grammes, c'est le minimum du minimum pour que notre cerveau, notre cœur et nos muscles, ils partent pas ils aient un petit problème en pamoison. Alors,
c'est de la théorie. Maintenant, vous voulez de la pratique. Je sais que vous êtes toutes des femmes pragmatiques. Et vous allez, vous êtes en train de vous dire, elle est sympa, Caro, mais dans l'assiette, ça donne quoi? Eh bien, je vous ai préparé la journée de Marie qui va consommer des glucides. On va regarder ça ensemble. Ah ah, donc surprise, vous vous êtes aperçu que dans le riz, eh bien, il y a 23 grammes de glucides. Donc, quand on mange 100 grammes de riz, on ne mange pas 100 grammes de glucides, 23 grammes. Les pois chiches, 61 grammes de glucides. La tranche de pain de mie complet, 16 grammes de glucides. Une tranche de pain de mie complet, ça fait 33 grammes à peu près. 16 grammes, quand je vous dis que le pain de mie industriel, bon, complet pourtant, complet, hein. Les légumes, mais oui, il y a des glucides dans les légumes. En moyenne, les légumes contiennent 3 grammes de glucides, et je ne parle pas des fibres, des glucides pour 100 grammes. Donc, quand on mange 400 grammes de légumes tout au long de la journée, eh ben, on consomme quand même 12 grammes de glucides. Le skyr, 6 grammes, c'est très peu pour 200 grammes de skyr. Et les fruits, pour 3 portions de 100 grammes à peu près, ben, on arrive à 27 grammes de glucides, qui fait que Marie a consommé, en mangeant très sain, très équilibré, une assiette équilibrée, elle arrive à 133 grammes de glucides, ce qui est, c'est pas mal. Un jour, ça sera 133, le lendemain, ça sera 100. Vous savez, on n'est jamais toujours au même grammage de glucides tout au long des journées. Mais c'est bien, c'est bien. 133 grammes, c'est tout à fait raisonnable quand on veut perdre du poids. Mais nous sommes toutes différentes. Donc, je vais vous donner 2 conseils. On part de cette moyenne statistique, rappelez-vous, mais on va adapter sa consommation de glucides à 2 choses. Quel est votre rythme de perte de poids, votre rythme de croisière? À quel rythme voulez-vous maigrir? Et je vous rappelle que 500 grammes par semaine, c'est vraiment bien. Alors, au démarrage, on peut maigrir vite. C'est vrai, on perd de l'eau. Bon, OK. Mais après, 500 grammes par semaine, 2 kilos par mois, 20 kilos en 10 mois, c'est top. Donc, le rythme de perte de poids, le rythme de croisière, et puis votre activité physique. Parce que quand on est très dynamique, quand on fait une activité intense physiquement, je sais pas, vous vous préparez aux Jeux Olympiques, par exemple, donc vous vous entraînez 4 heures par jour en faisant du cardio, oui, là, vous aurez besoin de glucides. Maintenant, est-ce qu'on prépare tous les Jeux Olympiques? Non. Donc, vous voyez, c'est intéressant de mettre des glucides quand on va, des glucides plutôt lents, d'absorption lente, quand on va faire une séance assez intense, mais c'est tout. Ça ne veut pas dire qu'on va en manger plus, ça veut dire qu'on va les placer dans l'alimentation. Alors maintenant, je vous propose d'aller à la découverte des glucides. Vous allez voir, c'est passionnant. Vous avez déjà la première catégorie, c'est les glucides simples. Imaginez, ils sont tout petits, c'est 1 ou 2 molécules. Celui qui est la référence des glucides, c'est le glucose. C'est à partir du glucose qu'on va déterminer la glycémie dans le sang. Donc le glucose, vous allez voir, ça se termine en ose. Dès que vous voyez ose, c'est un glucide simple. Fructose, le sucre des fruits, le galactose, le sucre du lait, le fameux saccharose qui n'existe pas dans la nature. Le saccharose, c'est un mélange de glucose et de fructose et ça s'appelle le sucre de table. Et puis vous avez aussi le lactose, le maltose. Bon, ça, ce sont des glucides simples, les plus petits éléments de la famille des glucides. Il faut les connaître, consommer d'1 ou 2 molécules tout petits. Et à côté de ça, vous avez la famille des aliments riches en glucides. Alors ceux-là, ils ont une haute valeur nutritive, ils sont rassasiants, surtout si on les prend complets. Je sais, vous les connaissez, mais je vous les rappelle quand même. Les produits céréaliers, donc on a le riz, les pâtes, le pain, enfin, vous voyez, les céréales, quand ils sont à grains entiers, c'est bien mieux. Les légumes et les fruits, bien sûr. Le lait et certains produits laitiers. Et puis les légumineuses, les lentilles, les pois chiches, les pois cassés, les légumineuses qu'on appelle aussi légumes secs. Alors, c'est très important de faire la différence entre ces 2 types de glucides parce que le glucose, par exemple, prenons, ou le saccharose, le sucre de table que tout le monde utilise en France. C'est un sucre qui est absorbé hyper rapidement et qui contient à la fois le glucose et le fructose et ça va démultiplier les effets délétères et négatifs si on le mange en trop grande quantité. Une fois de plus, une petite cuillerée à café de sucre, une fois de temps en temps, aucun problème. Si maintenant, dans le café,
on a 4 morceaux de sucre. Si dans le yaourt, on met le morceau de sucre, si on sucre ses fruits, ça existe, des gens qui sucrent leurs fruits. J'en faisais partie. C'est bien pour ça que j'ai perdu 42 kilos, je sucrais tout. Hein. Donc, il faut faire attention à ça. Petite quantité, toute petite quantité exceptionnelle, aucun problème. Mais dès qu'on commence à, ça devient une habitude. Et là est le danger. On va voir ça tout à l'heure. Eh bien, là, le corps, il n'est pas content du tout. Alors, le problème, nous vivons dans un monde occidental où les sucres sont partout dans l'alimentation moderne. Trop de sucre rapide, trop de sucre pur, trop de fructose, il y en a partout, et de glucose qui sont ajoutés dans les plats cuisinés, qui sont ajoutés dans les carottes râpées. Je vous avais parlé de mon expérience avec les carottes râpées où il y avait un taux de sucre colossal, tout simplement pour qu'elles se conservent pendant 3 semaines. Le sucre est un excellent conservateur. Donc, il faut faire attention et être vigilant. Alors moi, je reviens à l'OMS. C'est quand même une base intéressante puisqu'ils ont des méta-analyses et ils fournissent les résultats. Donc, l'Organisation mondiale de la santé nous dit que les sucres purs, donc vous voyez les petits sucres dont je vous parlais au début, les toutes petites molécules, hein, glucose, saccharose, fructose, etc., on ne devrait pas en consommer plus de 10% dans notre total de glucides. 10%, c'est pas beaucoup. Eh bien, devinez, en France, combien on en prend. Alors, je ne vous demande pas le pourcentage, je vais vous demander, ça vous parlera encore mieux, combien de kilos en France de sucre pur un Français consomme. 25 à 35 kilos par an en France. Et parallèlement, 50%. Alors, c'est les chiffres de 2023. Je ne sais pas quels sont ceux de 2024. 2022, pardon. 50% des Français sont en surpoids et 21% des Français sont malheureusement en état d'obésité. Y aurait-il un lien? Ce n'est pas à moi de le dire, néanmoins, il faudrait que nous consommions entre 5, grand maximum, 8 kilos de sucre pur par an et par personne. Donc vous voyez, on évolue dans un environnement où on est entouré de sucre. Donc qu'est-ce que concrètement ça veut dire? Pas plus de l'équivalent de 3 à 6 morceaux de sucre par jour, c'est-à-dire 3 à 6 cuillères à café. Donc vous voyez, on va pas loin avec ça. Donc, certains sucres sont-ils meilleurs que les autres? On a parlé du glucose. Alors, le glucose, il est excellent pour le corps. Excellent. Donc, vous voyez, c'est le côté loup blanc, loup noir. Hein. Donc, le bon côté du glucose, c'est que il va nourrir toutes nos cellules. Il va nous donner de l'énergie à nos cellules dont nous avons besoin. Mais c'est la façon dont on va le trouver dans notre alimentation qui va faire toute la différence. Donc, s'il est sous forme de sucre lent, c'est-à-dire qu'il est dans des chaînes d'amidon, ce glucose. Donc, on le trouve dans les féculents, tout ce qui est amylacé. Vous voyez, par exemple, le panais, c'est un légume amylacé qui contient de l'amidon. Donc, vous avez de l'amidon qui se transformera, qui se dégradera en glucose avec la digestion. Tout ça, c'est excellent. Pourquoi? Parce que la glycémie, le taux de glucose dans le sang va monter très, très lentement et votre corps va avoir le temps de s'adapter. Donc là, pas d'hypoglycémie, l'insuline va être sécrétée gentiment, le glucose va rentrer dans les cellules, la glycémie est pratiquement stable, il y a une grande vague très douce, et vous savez que c'est très important, c'est un des critères de la santé, la glycémie doit rester stable. Donc ces sucres à progression lente, on les aime beaucoup, même si à la fin ils sont transformés en glucose, parce que ça va se faire lentement. Le fructose, là aussi, il a mauvaise réputation, mais quand il est dans les fruits entiers, il est excellent. Parce que le fructose, eh bien, il va être entouré de fibres et là aussi, au niveau de l'absorption dans le corps, ça se fera beaucoup plus lentement que si c'est du fructose pur. Alors, le fructose, il n'est pas cher du tout à produire. Donc, on le trouve partout, absolument partout. Donc, dans les plats industriels, vous vérifierez. Donc, il a des noms, on ne voit pas toujours fructose, mais on voit dextrose, maltodextrose. Enfin, c'est peut-être pas ces noms-là exactement, mais il y a des noms très alambiqués qui se terminent en ose. Et en général, c'est du fructose. Alors, ce fructose industriel, qui est en général sous forme de sirop de fructose, qu'est-ce qu'il va nous faire? Eh bien, il va foncer dans le foie tout de suite, parce qu'il n'y a que le foie qui sache gérer le fructose. Notre corps, il ne sait pas le faire. Il n'y a que le foie. Et le foie, vous savez, il aime bien gérer les poisons. Hein. Dès qu'il y a un poison, c'est le foie qui filtre. Donc, il va aller dans le foie, mais le foie, il a quand même du mal. Hein. Ça va augmenter les graisses, les triglycérides.
Donc, pas très sympa quand même, hein. Ça va faire monter la glycémie dans un second temps et ça va augmenter le mauvais gras qui va s'installer autour du cœur et des viscères. Alors, quand j'entends le gras, ça fait grossir, ben non, c'est le super sucré qui fait grossir et qui va déposer du gras et des plaques d'athérome partout, partout dans le corps. C'est très insidieux, ça met des années à se faire, mais quand c'est fait, le syndrome métabolique s'installe. On peut voir aussi des cas d'obésité ou pas, hein. On peut très bien avoir la stéatose du foie, le foie gras, sans être obèse. Donc, il faut quand même bien vérifier son alimentation, même si on n'a pas de surpoids. Attention, ça c'est pour l'entourage. Rappelez à votre entourage s'ils n'ont pas de poids à perdre, hein. Il faut quand même prendre soin de sa santé au travers de l'alimentation. Et puis, ces sirops de glucose et de fructose provoquent à terme de l'hypertension. Donc, le vrai problème du sucre, ça s'appelle la glycation. Je veux que vous connaissiez ce terme. Dites-vous juste que la glycation, c'est que le sucre, il va se mettre partout. Partout. Il va se mettre autour du collagène, il va se mettre autour de l'hémoglobine. Vous savez, l'hémoglobine qui porte l'oxygène dans le sang. Donc, il va se mettre autour de l'hémoglobine. Donc, on sera moins bien oxygéné. Voilà. Donc, c'est pour ça que quand votre médecin vous demande quel est votre taux d'hémoglobine glyquée, eh bien, ça vous donne un bon indicateur de l'inflammation de votre corps, inflammation qui sera le thème de la prochaine masterclass. Ça va être très intéressant aussi. Alors, le deuxième problème de ces sirops, glucose, fructose, etc., c'est les pics de glycémie. Les pics de glycémie qui nous épuisent et puis qui donnent envie à chaque fois de remanger du sucre et de remanger du sucre. Là aussi, comme je vous tiens toutes, je voudrais vous rappeler quand même les symptômes du prédiabète. C'est quand même important de le savoir pour soi et pour les autres. Des fringales après les repas, juste après les repas, de la fatigue, de la somnolence. Et puis, on a un problème de glycémie à jeun qui monte très vite, alors que logiquement, elle ne devrait pas monter si vite que ça à jeun, elle devrait être stable, hein. Donc ça, c'est vraiment les grands symptômes. Je vous renvoie vers votre médecin si vous avez peut-être un doute par rapport à ça. Le prédiabète, c'est pas le diabète. Avec une bonne alimentation et une activité physique raisonnée, on peut très bien inverser le processus. On est plein d'espoir avec ça. Alors, cette glycation, je finis avec ça, mais c'est important, je sais pour certaines d'entre vous de le savoir. Elle peut provoquer donc des maladies neurodégénératives au niveau du cerveau, des troubles de l'humeur, donc ça peut être de la dépression qui est liée à ça, cette fameuse dépression liée au surpoids et à l'obésité, des troubles du sommeil. Pourquoi? Eh bien, le glucose, le fructose, ces sirops, c'est des excitants. Donc, qu'est-ce qui va se passer pendant la nuit? Les petites hypoglycémies nocturnes que vous allez faire, ça va vous réveiller. Et c'est pour ça qu'on peut faire 10 hypoglycémies pendant la nuit et ça va vous réveiller. Et si on mange trop sucré, ça vous ne le saviez peut-être pas, mais on a trop d'histamine et on risque d'avoir des complications allergiques. Ceux qui sont allergiques, attention, pas trop de sucre. Les allergologues mettent en garde. Donc rappelez-vous, le sirop de glucose, le sirop de fructose, il irrite, il oxyde et il provoque des inflammations. J'espère vous avoir dégoûté à vie des sirops de glucose et de fructose. C'est pour ça que nous ne mangeons plus d'alimentation industrielle ou exceptionnellement. Alors maintenant, parlons comportement. L'addiction au sucre. Ah, comment ça commence? Il y a deux pistes. Il y a la piste hormonale et il y a la piste comportementale. Alors, la piste hormonale, là, vous avez tout de suite, nous les femmes, on se reconnaît. Alors, on passe vite sur les ados. Les ados, ça bouffe du sucre, ça bouffe, ça bouffe, ça bouffe. Souvent, ils grossissent pas, mais bon, ils ont tendance à jeter sur les sucreries. C'est hormonal, c'est plus fort. Bon, on n'a pas d'ado ce soir, hein. Alors, on va parler de choses qui nous intéressent plus. Le syndrome prémenstruel. Eh ben oui, hein, les youhou des hormones, ça provoque des envies de sucrer. Et ouais, la ménopause, la périménopause, c'est la même chose. Ça va provoquer des vraies envies de manger sucré. Et je dirais plus un besoin de manger sucré. Donc ça, rappelez-vous que je reviendrai sur la ménopause. J'ai mis sur YouTube une vidéo que tout le monde peut voir sur la ménopause et l'alimentation. Donc, si ça vous intéresse, allez la voir. Bon, c'est la chute des hormones en fin de cycle pour le syndrome prémenstruel qui va provoquer le besoin de sucre. Le stress aussi, absolument. Ou Hélène, le stress provoque, au travers du cortisol, l'augmentation de l'hormone de la faim qui s'appelle la gréline. Donc, absolument, Hélène. Alors, il faut aussi savoir que ces deux hormones féminines, les estrogènes, la progestérone, ce sont des hormones qui nous protègent, qui nous apaisent.
et qui vont augmenter la production de leptine, qui est l'hormone de la satiété. C'est pour ça que hors cycle, on a beaucoup moins de problèmes. Et c'est pour ça qu'en ménopause, comme on a petit à petit, on finit par ne plus avoir ces hormones, eh bien, il faut apprendre à manger différemment. Hein. Donc, ça n'est pas quelque chose, ce n'est pas de votre faute si vous avez en périménopause ou avant vos règles des envies de sucrer, vous comprenez que c'est hormonal. Alors maintenant, la piste comportementale. Alors, sucre, dopamine, sérotonine, tout ça, ça a tendance à fonctionner un peu ensemble. Alors, au démarrage, tout va bien, c'est une belle histoire d'amour. Au départ, dans des conditions normales, manger un petit plaisir sucré, ça va augmenter la sérotonine, la dopamine, qui sont les hormones du bien-être. Donc, on ressent du plaisir, c'est notre petite récompense et on est satisfait. Et dans un monde parfait, on en resterait là. Je mange ma petite, je sais pas moi, ma petite bouchée au chocolat, toute petite, je la déguste, je suis contente, ça se passe bien, puis j'y pense plus. Ça, c'est dans un monde parfait. Dans un monde plus compliqué, justement, je reviens à ce que disait Hélène, quand il y a le stress, quand il y a la fatigue, quand il y a un environnement compliqué, eh bien, on a tendance parfois, ces petites récompenses, à y retourner, hein, parce que ça coûte pas cher, c'est vrai. Hein, ça coûte moins cher, c'est vrai. Les petites saletés, les petites cochonneries sucrées, ça coûte pas très cher. Donc, on a un accès très facile. C'est pas compliqué. C'est pas comme Cro-Magnon qui avait du mal à aller chercher du miel, à se battre avec un ours à main nue pour aller chercher son miel. Non, là, on va à côté. Donc, effectivement, si on en mange trop, trop souvent, vous me voyez venir, à ce moment-là, on est en train de créer une boucle comportementale qui s'appelle l'appétence au sucré. Alors, l'appétence au sucré, on l'a spontanément. Les bébés, ils aiment bien. C'est assez rare les gens qui n'aiment pas le sucre. Bon, il y a plus de gens qui aiment le sucre que de personnes qui n'aiment pas le sucre. Néanmoins, cette appétence, elle a tendance à se développer avec ces sucres rapides et très agréables au goût. Vous vous rappelez, je vous avais parlé de la palabilité des aliments. Tout est fait pour que ça ait bon goût, même si on sait que c'est pas bon pour la santé, mais ça a bon goût, c'est bon. Donc, on développe cette appétence au sucre pur. On ne développe pas d'appétence aux légumineuses. Enfin, dites-moi, hein, si dans le chat, si vous avez une appétence aux légumineuses. En général, c'est au sucre pur, quand il y a du sucre pur. Et cette appétence, eh bien, petit à petit, c'est le problème des addictions, va se transformer en dépendance au sucre. Alors, la dépendance, c'est pas compliqué, c'est un cycle. Plus on en prend, plus on en a besoin. Plus on en a besoin, plus on a besoin d'une dose élevée. Et ça tourne et ça tourne. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que on prend notre petit kiff sucré, là. Ça nous donne une petite excitation. Rappelez-vous, hein, voilà, c'est bon, ça fait du bien, ça fond, c'est trop bon. Puis qu'est-ce qui se passe après? Eh ben, déprime, léthargie, baisse de vigilance, malaise. Ça peut aller jusqu'à l'hypoglycémie. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Eh ben, on reprend un petit bout de chocolat, ou un petit bout de ci, ou un petit bout de cookie. Et ça va continuer, continuer, une dose, une dose, une dose. Et c'est ainsi que les gens se mettent à manger toute la journée des choses sucrées. C'est du grignotage sucré. Et c'est un cercle vicieux. Il faut vraiment en prendre conscience. C'est la première étape. Ça, c'est les dangers du sucre. Hein. C'est le vrai danger. C'est entrer dans ce cercle où le sucre appelle le sucre. Ensuite, il y a les compensations émotionnelles. C'est-à-dire qu'on utilise un aliment sucré pour apaiser un moment de tristesse, ça peut être une compensation affective, besoin d'apaisement. Alors, évidemment, on l'a tous fait. Le problème, c'est quand ça devient un recours perpétuel. Donc, il faut trouver des moyens de s'en sortir. Et là, j'ai quelques astuces à partager avec vous. La première piste, c'est de regarder les indices glycémiques des aliments sucrés. Plus l'indice glycémique va être élevé, plus il y a un risque d'appétence et de dépendance. Donc, regardez bien, l'indice glycémique du sucre, c'est 100. Vous avez des sirops de glucose qui vont jusqu'au 120. C'est assez extraordinaire de dépasser le glucose. Eh bien oui, c'est des sirops de glucose qui sont mélangés avec des sirops de maïs, des fameux corn syrup américains. Donc ça, c'est dramatique. Donc cet indice glycémique bas, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, il va vous permettre d'éviter les pics de glycémie et de vous sentir rassasié tout en ayant le petit goût sucré. Donc, quel type d'aliments peut vous apporter ça? Essayez d'aller vers des aliments naturels, non transformés, les plus frais possibles.
Les fruits, ne le prenez pas trop mûrs non plus, parce que plus ils mûrissent, plus ils seront sucrés. Et puis, important, un peu de volonté, là, un petit peu quand même, diminuer les portions. Manger un melon entier, même s'il est délicieux, c'est pas super raisonnable, hein. Il vaut mieux aller sur sa portion de 100-120 grammes de melon. Si vous avez un petit melon, vous en prenez la moitié, c'est très bien. Si c'est un gros melon, vous en prenez un quart. Donc, les fruits frais, pas trop mûrs, et puis au naturel, hein, vraiment au naturel. Pas de fruits au sirop, non. Alors, il faut savoir aussi, donc là, je ne vais pas entrer dans le détail, mais que vous avez des hormones, hein, qui s'appellent les incrétines, que vous avez dans votre système digestif et qui vous permettent de mettre en place la satiété, une jolie satiété qui ira jusqu'à ce que vous n'ayez plus envie de manger du sucre. Donc, certains aliments vont faire sécréter des incrétines et vous n'aurez plus envie de sucre. Vous les avez reconnus, les protéines. Voilà, c'est pour ça que les protéines nous rassasient. Parce que des hormones de satiété sont sécrétées quand on consomme des protéines. Donc, une fois de plus, on adore les protéines. Deuxième piste, les indices glycémiques, les protéines, on regarde dans l'assiette comment est-ce qu'on va consommer ces glucides. Alors, je vous donne des exemples, ça va être concret. Pour passer une matinée sans avoir des hypoglycémies et tout le temps avoir envie de manger du sucre, essayez au petit déjeuner d'avoir des fibres et des protéines. C'est-à-dire que si vous mangez un aliment qui contient des glucides, vous avez vu, il y a plein d'aliments qui contiennent des glucides, hein. Les fruits en contiennent, le fromage blanc en contient, le skier en contient, contiennent des glucides. Donc, pour que ça ne provoque pas un pic de glycémie, il va falloir les enrober avec des fibres et avec des protéines. Donc, pensez à ça, incluez fibres et protéines au petit déjeuner. Ensuite, quelque chose qui fonctionne très bien pour les personnes qui ont des gros problèmes d'hypoglycémie dans la matinée, c'est le jeûne intermittent du matin. Ce sera le thème d'une réunion. Ça sera pour la rentrée. Je vous en parlerai. N'essayez pas le jeûne intermittent tout seul. Ça se fait accompagner. Néanmoins, sachez que ça fonctionne très bien quand on a tout essayé et qu'on n'arrive pas à se passer de ces tartines, pain, beurre, sucre, confiture, etc. On continue. Dans l'après-midi. Alors, le déjeuner, c'est la même chose, hein. Alors, un déjeuner, il comprend. Ça, vous le savez, vous pourriez le dire à ma place. Des protéines en quantité suffisante et de bonne qualité. Ça, on l'a bien compris aussi. Ça ne sert à rien de manger des protéines qui ont été transformées par l'industrie alimentaire. Vous n'aurez pas les bons acides aminés qu'il vous faut. Donc, protéines en quantité suffisante et de bonne qualité. Des glucides à IG bas, c'est clair. Donc, libération lente. Une portion suffisante de matière grasse. On en a parlé mardi. Donc, des lipides, là aussi, de bonne qualité. On va aller plutôt vers des lipides qui contiennent la DHA, ce fameux oméga 3 qui est excellent pour notre corps. Et puis, des fibres. Les fibres qui vont être apportées par les végétaux, c'est-à-dire les légumes. Les légumineuses, on peut les considérer un peu comme des végétaux parce que ça contient aussi beaucoup de fibres. Et puis après tout, c'est des végétaux séchés. Et puis les fruits. Le goûter, alors là, vous avez de la chance. Le goûter, c'est le moment de la journée où la chronobiologie nous dit qu'on peut consommer un petit plaisir sucré. Mais attention, collation quand même rassasiante et légère à la fois. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait manger? Un fruit frais, une portion de skyr ou de yaourt à la grecque. Ceux qui aiment le yaourt à la grecque, son yaourt à la grecque, c'est le bon moment. Et puis, on peut se mettre des oléagineux. Donc, noix de cajou, noix de macadamia, enfin voilà. Pour compléter, ça fait une très jolie collation et vous allez tenir comme des princesses jusqu'au dîner. Et puis, le dîner, rebelote. On essaie surtout de ne pas manger des sucres rapides au dîner et avant d'aller se coucher tout seul, par gourmandise. Ça serait vraiment contre-productif, je vous l'ai expliqué il y a quelques instants. Alors, est-ce qu'on peut compenser un excès de sucre quand on est allé à un dîner avec des amis ou avec une copine et on est allé à la crêperie, on a mangé des tas de choses sucrées? C'est trop tard, ça a été mangé, il n'y a rien à faire. Quand le process est en cours, il n'y a rien à faire. Par contre, la nature fait bien les choses. Moi, je vous conseille 2 petites tisanes que j'adore qui vont aider à ralentir la vidange gastrique et justement le processus d'hyperglycémie. Donc, c'est la menthe marocaine qui est absolument divine. Et vous avez également le tilleul associé au citron. Alors,
Il y a une grande mode en ce moment, c'est de boire du vinaigre de cidre au début du repas pour ralentir la vidange gastrique. Ça n'a aucun intérêt si vous mangez équilibré comme je vous le propose. Vraiment aucun intérêt. Par contre, c'est vrai que si vous avez un repas très gras, vous savez, les repas de fin d'année, très gras, très sucrés, vous diluez une cuillère à soupe de vinaigre de cidre dans un verre que vous consommez 10 minutes avant le repas. OK. Mais sinon, vraiment aucun intérêt si votre alimentation est bien équilibrée. Alors, maintenant, nous arrivons, ça y est, on est arrivé au terme de la première partie de la masterclass. Donc, voilà, on va récapituler toutes les bonnes pratiques pour une assiette équilibrée. Et ça va être valable pour les glucides. Il faut toujours varier chaque catégorie alimentaire. Vous avez bien compris, les glucides rapides, l'OMS nous dit pas plus de 10% par rapport à nos glucides, la globalité des glucides qu'on consomme, mais vous variez. Rappelez-vous que les féculents, il n'y a pas que les pâtes, le riz, les pommes de terre, vous avez la patate douce, vous avez tout ce qui est céréales, le petit épeautre, le millet, le sarrasin, le blé. Si vous arrivez à les consommer entiers et même bio, encore mieux. Les légumineuses font partie des féculents, de la grande catégorie, grande famille des féculents. Et en dernier, vous avez le pain. Ben voilà. Donc, vous voyez, vous avez largement de quoi varier. Donc, imaginons que vous mangiez des pâtes à un repas. C'est pas la peine de rajouter du pain ou une tranche de pain de mie, comme l'avait fait Marie. C'est pas la peine. Vous l'avez eu, votre quota de glucides. Votre corps, il va être content. Il va avoir son glucose qui va être utilisé par les cellules. Ça va très bien se passer. Si vous ajoutez des glucides, il ne va pas savoir quoi en faire. Et qu'est-ce qui va se passer? Ça va être stocké ici. Donc, rappelez-vous, on est raisonnable et on varie. Les calories. Alors, pourquoi c'est important de connaître son apport calorique? Parce que ça donne un ordre d'idée. Comme je vous disais, une femme statistiquement en moyenne, qui ne veut pas perdre de poids, qui veut être stable, si son métabolisme ne s'est pas effondré à cause de régimes yo-yo pendant des années, c'est 2000, 2200 calories en fonction de son activité. Donc, quand on veut perdre du poids, eh bien, tout simplement, il faut créer un déficit en calories qui est de 200 ou 300 calories. C'est suffisant. On ne veut pas maigrir vite, on veut maigrir bien. Et là, vous savez aller à la louche combien de calories vous avez besoin chaque jour. Mais une journée, ça peut être 1500, le lendemain, ça peut être 1000, la journée d'après, ça peut être 1700. C'est la moyenne qui compte. Donc, soyez cool et flexible par rapport aux calories. Il ne faut vraiment pas être psychorigide, ça serait contre-productif. Les nutriments, on est d'accord, il faut faire le plein de vitamines, de tout ce qui est nutriments essentiels, de minéraux, avec une alimentation qui est saine et qui est vraiment équilibrée. Alors, ensuite, la modération. Alors, la modération, attention aux quantités. C'est très bien de manger des glucides. Bien sûr, c'est bien de manger des glucides, mais combien on avait dit qu'il en fallait? Marie, elle avait consommé 133 grammes de glucides. D'accord? Ensuite, l'hydratation. L'absorption des nutriments se fera encore mieux si vous arrivez à boire de l'eau régulièrement tout au long de la journée sans vous stresser. Ça, c'est super important. L'eau, on la boit doucement. Si vous buvez très vite d'un seul coup, ça va faire un effet très négatif sur votre digestion et votre estomac. Essayez de ne pas boire de l'eau glacée aussi. Et puis le dernier point, là c'est un petit peu plus subtil, on y reviendra, les proportions. Alors, la plupart d'entre vous, vous utilisez des applications qui vous proposent une proportionnalité entre les différents macronutriments, les glucides, les lipides, les protéines, ok. Mais ça, on y reviendra parce que c'est adapté à chaque période de la vie là aussi. Donc, faites attention à la proportion. Quand on vous dit un quart, un demi, ouais, ok, mais c'est pas dans ce sens-là. La proportion, c'est entre les glucides, les lipides et les protéines. Et vous avez compris qu'un même aliment peut avoir un peu des trois. Donc, la fameuse assiette équilibrée qu'on vous montre, parce que c'est vrai que c'est simple de se dire un quart de protéines, un quart de viande, un quart de ci, un quart de ça. Ça n'est pas une vraie proportionnalité. Donc ça, on y reviendra. C'est une notion un petit peu plus complexe. Alors, c'est difficile d'arriver à 130 grammes de glucides. On n'est pas obligé d'aller à 130 grammes.
Le minimum du minimum, c'est 50. Donc, c'est à chacun à voir ce qui lui convient. Par exemple, moi, il y a des jours où je suis à 50 grammes. Je me dis non, là, je vais pas, non, là, ça va être vraiment une journée light en glucides. Et puis, il y a d'autres jours, je vais faire, par exemple, des lasagnes. Et là, je vais avoir 100, 150, 160 grammes de glucides. C'est la moyenne qui est importante. Une fois de plus, ça n'est pas la même chose tous les jours. Ne vous astreignez pas à avoir 130 grammes, ça serait l'enfer, ou 100 grammes. Vous regardez, vous faites la moyenne sur une semaine et vous regardez sur la balance comment ça se passe. Et aussi, quelle est votre énergie? Parce que les glucides, ça apporte de l'énergie. Donc, est-ce que vous avez mangé suffisamment de glucides pour avoir suffisamment d'énergie? Si vous êtes peut-être un peu fatigué, remontez légèrement de 10 ou 20 grammes les glucides que vous consommez chaque jour. Voilà. Donc, on a presque terminé. J'espère que cette masterclass vous a intéressé. Eh bien, merci beaucoup pour votre présence. J'espère que vous allez passer une excellente soirée. Peut-être que vous allez dîner, donc vous allez regarder combien il y a de glucides dans l'assiette. Et puis, comme toujours, je vous dis, prenez soin de vous. C'est très important de se faire un petit espace pour soi-même, de se créer des îlots de récupération. Et comme toujours, dans la team Captain Sofro, on garde le cap tout ensemble. À bientôt!